Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil déclic, simple, accessible à tous, une bande dessinée. Donc, au fil de mes balades sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une publication qui parle de la BD Déchetland, la face cachée de nos déchets et les solutions pour changer le monde. Alors, j'ai creusé et comme la curiosité m'a piqué et que je suis très sensible au sujet des déchets, j'ai acheté la BD. Et là, quelle belle découverte! J'ai dévoré avec plaisir une BD très bien ficelée qui pose de manière claire, explicite, les enjeux écologiques, économiques et même psychologiques liés aux déchets, tout en apportant un panel de solutions. Cette BD est digne d'une enquête hyper bien documentée de plus de 200 pages. J'ai apprécié le ton, les dessins, plein d'humour, avec un petit ton sarcastique qui permet de faire passer de nombreux messages. Alors pour l'occasion, j'ai invité Anne Bello, l'illustratrice et l'auteure de Déchetland. Bienvenue Anne. Bonjour. Merci, c'est trop agréable d'être accueillie comme ça avec un beau texte qui explique mon travail. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors première question Anne, d'où vient votre rencontre avec l'écologie ? Elle n'était pas prévue. Et elle n'était pas innée, quoi. Ça a été un truc... Moi, je suis ingénieure agronome de formation. C'est un hasard de Parcoursup que je suis arrivée là. Je savais pas trop quoi faire, donc j'ai un peu suivi où j'étais prise. Et je suis très contente d'avoir fait ces études. Et après, du coup, en fait, ça m'a surtout permis de rencontrer des gens qui étaient très écolos dans ces études. Donc les autres étudiants en fait, et ça m'a permis en fait du coup de m'intéresser à ces questions-là et j'ai fait notamment mes premiers tafs en fait. Le plus marquant pour moi c'est quand j'ai bossé en Australie sur la question du réchauffement climatique autour des coraux et du développement des coraux dans les eaux tropicales. En fait moi je travaillais dans les eaux tempérées mais sur les coraux tropicaux qui n'avaient rien à y faire et donc c'est là que j'ai vraiment eu le gros déclic de ah mince il y a un problème. Tout ça en Australie dans un cadre idyllique mais où en fait les politiciens nous appellent au laboratoire pour nous dire le réchauffement climatique n'existe plus, vos recherches sont arrêtées. Voilà, donc on était dans un contexte qui m'a mis trop de warning, de red flag là, sur l'écologie. J'étais genre, il y a des gros problèmes et je n'étais pas au courant parce que moi, je viens pas du tout d'une famille où je pense qu'on faisait le tri, mais tu vois, pas bien. Et puis, voilà, je pense que c'était le max qu'on faisait dans ma famille depuis que j'étais petite. Et donc, c'était en 2014, je reviens d'Australie avec vraiment genre, non, là, faut qu'on change les trucs. Je vais quand même bosser dans une grosse boîte où je contribue à faire du champagne, à produire du champagne. Et où là, je me prends encore d'autres claques vis-à-vis de l'écologie et de l'environnement sur ce qu'on met dans les vignes, sur les déchets qu'on voit dans l'agriculture aussi. Et là, je suis non, je vais pas continuer à ce boulot-là. Voilà, ça, c'est ma rencontre avec l'écologie. Et c'est après ce taf-là où je me suis dit, en fait, je vais changer le monde, je vais créer mon entreprise et faire quelque chose pour changer les choses. Mais je savais pas encore que ça allait être sur les déchets, tu vois. Donc, c'est issu d'une colère, finalement. Une colère qui vous a fait switcher. Ouais. Ouais, une colère / panique. Je me rappelle pendant des mois, les derniers mois de mes études, là, j'étais paniquée. Je me rappelle, il y avait une BD que Pénélope Bagieux avait écrite pour l'association Bloom sur les fonds marins qui sont, tu sais, où il y a des bateaux qui viennent, je sais plus comment ça s'appelle, la pêche intensive dans les fonds très profonds qui ratissent littéralement les fonds marins. Et je me rappelle de cette BD. Je me rappelle cette période, c'était 2015 là. J'étais paniquée en fait. Je pense que c'est vraiment la dépression autour de l'environnement, la solastalgie, tu vois. Je pense que j'ai vraiment traversé ça brutalement. Et suite à ça, effectivement, j'ai dit non, stop. Il y avait la colère et la peur, je pense. Des outils puissants pour se mettre en marche. Ouais, c'est clair.
Anne, vous êtes l'auteure et illustratrice de la BD Déchetland, la face cachée de nos déchets. Quelle en est sa genèse? Comment est née l'envie de réaliser cet ouvrage? Eh ben, je vais reprendre où j'en étais juste avant. En fait, quand j'ai arrêté mon boulot dans le Champagne, je suis allée à Lyon rejoindre des amis et j'ai créé une asso de ramassage de déchets parce que là, c'était vraiment la colère aussi. Il y avait trop de déchets dans les parcs et on a fait un ramassage de déchets. Mais moi, je savais juste que je voulais créer un truc qui allait changer les choses pour l'environnement. Je savais pas encore que j'allais m'intéresser aux déchets. Et en fait, avec ce premier ramassage, finalement, on a continué à en organiser avec les bénévoles qui étaient là. Et puis de fil en aiguille, j'ai réalisé que les parcs, on pouvait ramasser autant qu'on voulait de déchets dans les parcs. On pouvait refaire la semaine d'après, c'était pareil en fait. Du coup, on a continué ce projet-là où il y avait des ramassages de déchets, mais c'était un peu pour moi tu sais, je dis que c'était mon multipass là, où en fait du coup ça me permettait d'aller. Du coup, j'ai pu enquêter grâce à cette casquette-là. Tu vois, j'ai pu rencontrer les acteurs de la gestion des déchets parce que je connaissais pas du tout le zéro déchet encore à ce moment-là. Moi, j'étais vraiment en mode je vais aller voir ce qui se passe dans la gestion des déchets, mais j'avais à peine entendu parler du zéro déchet. Et puis même, je trouvais que le zéro déchet, c'était un peu, tu sais, les rigolos de l'écologie, que ça marchait pas, que c'était, je prenais vraiment pas au sérieux ce sujet. Et donc, je suis allée visiter les centres de gestion de déchets. Et j'ai même monté une entreprise qui s'appelait Zemba pour zéro emballage, où j'ai remis ma casquette d'ingénieur et je suis allée voir les producteurs de futurs déchets. Donc les acteurs de l'agroalimentaire, et où là, j'ai déchanté des langues de bois et puis de la fausse volonté d'agir. Donc tout ça, en fait, c'était mon début. J'ai mené l'enquête en fait de fond en comble, ce qui m'a emmené vers le zéro déchet, où j'ai réalisé qu'en fait, c'était carrément viable, c'était carrément économiquement, solide et sérieux en fait. Voilà, donc j'ai vraiment déjoué mes propres croyances, tu vois, dans un premier temps, et après j'ai créé le festival Lyon Zéro Déchet, où là, c'était vraiment pour justement, sur Lyon et la communauté, parce que j'habitais à Lyon, se faire connaître entre les acteurs et faire connaître le zéro déchet et la viabilité de ce système au grand public. Donc, c'était vraiment un premier jet de condenser tout ce que j'avais appris dans un événement. Et puis, en fait, en organisant le festival, je me suis dit, en fait, ça suffit même pas encore pour moi. Je veux continuer à condenser et à rendre accessibles toutes ces données, parce que j'avais trop de frustration à voir que les gens, même au festival, ils avaient plein d'infos, mais ils n'avaient pas encore toutes les infos et puis mises, je sais pas, comme moi je les voyais, tu vois. Avoir une approche globale, une compréhension du sujet. Et du coup, d'où la BD, parce que moi je pense en images et du coup, pour moi, c'était pas si dramatique, tous ces sujets. Et donc, je voulais vraiment le mettre avec ce petit bonhomme là, tu vois, qui... Voilà. Et comme je suis fan de BD depuis très longtemps, je me suis dit, je fais le pari, j'essaye de moi écrire une BD, de la dessiner. Et voilà. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Et voilà comment j'en suis arrivée à cette BD sur les déchets, où en fait, tout du long, c'est réussir à faire passer toutes ces infos. Moi, je trouve que dans le zéro déchet, le fait que j'y croyais pas au début, qu'on m'expliquait pas pourquoi on le faisait. Et donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai fait cette BD. Pour expliquer ce qui se passe dans la gestion des déchets. Et du coup, pourquoi c'est important de passer au zéro déchet, tu vois. Et après, le switch entre j'ai envie de faire une BD et elle est éditée, comment s'est passée cette transition? Écoute, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu choisir, j'ai écrit à des éditeurs et j'avais j'avais fait les 2 premiers chapitres au brouillon. Et donc, donc ma BD, elle est classée en chapitres. Il y a les 2 premiers chapitres que j'ai fait, c'est les déchets en décharge et les déchets en incinérateur. Et donc, j'ai proposé ça, en fait, à plusieurs éditeurs et j'ai eu le choix. Donc, c'était très confortable pour moi. Voilà. Même si après, c'est un milieu où c'est de la précarité parce que c'est vraiment pas bien rémunéré. C'est vraiment, en fait, là, j'ai voulu écrire une 2e BD, tu vois, actuellement. Et c'est super galère, en fait. Les moyens financiers sont pas proportionnels au temps qu'il faudrait mettre dedans. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce livre parce qu'il y a eu aussi le Covid qui nous est tombé dessus à ce moment-là. J'avais déjà signé le contrat d'édition. Mais comme il y a eu le Covid, j'avais vraiment que ça à faire. Donc, même si j'avais pas d'autres revenus, en fait, ça a pu se faire, quoi. Voilà. Un sacré projet, parce que c'est quand même une BD de 200 pages. Donc, est-ce que c'est toi qui t'es occupé de la mise en page, de la maquette, ou c'est vraiment l'éditeur qui a fait tout le travail? Tout fait, ouais. C'est moi qui ai tout fait, là, ouais. Je leur ai fourni les pages, tac, comme ça, toutes belles déjà. Wow. Bravo, parce que si je comprends bien, c'est pas forcément ton métier de base et de se lancer un tel projet, c'est respect. Bravo. Merci. Alors, la BD est sortie en 2021 aux éditions Thierry Soucard.
Aujourd'hui, quel est l'impact pour toi? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire de différent que tu ne faisais pas avant avec cette BD? Je dirais un peu l'impact pour le monde. Est-ce que tu as des retours de la BD de lecteurs? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont passées grâce à ce support BD? Qu'est-ce que ça a pu changer finalement? Alors moi déjà personnellement, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai pas eu besoin de réexpliquer. Enfin, tu sais, à la limite, je mettais la BD entre les mains en mode lis ça et puis après on discute. Parce que sinon, on va passer 1 heure à essayer de te faire passer des infos que j'ai pas les chiffres et les machins en tête alors que c'est tout écrit dans un livre. Donc ça m'a facilité la vie déjà. Et moi, ce qui est magique pour moi, c'est que j'ai pu rencontrer les gens justement avec ce niveau de connaissance. Comme si c'était, tu sais, acquis de toi à moi, qu'on a ces mêmes connaissances, donc on peut déjà passer à la suite en fait, tu vois. Et donc ça, c'était hyper riche. Et j'ai fait plein de conférences. Je crois que je suis quasiment à une 50aine de conférences depuis la sortie de la BD. Ouais, déjà, j'ai redécouvert que j'adorais les conférences. J'avais fait un TEDx là quand j'étais plus jeune et j'avais beaucoup aimé. Puis là, je me régale en fait. Je me régale. Et puis, pour moi, ce qui est important en fait, le changement de consommation, la réduction des déchets, c'est un changement d'habitude. Et ça passe par un changement du coup tu l'as dit, je parle de comment psychologiquement ça nous impacte. C'est un changement de structure et puis des passages par des émotions dures. Et donc, moi, de pouvoir faire ces conférences derrière, en fait, ça me permet de donner un retour vivant, en fait. Tu vois, comme le spectacle vivant et où du coup, on peut accueillir ces émotions avec le public. Et où en fait, du coup, j'ai vraiment des passages de gens qui me disent waouh, alors il y a les lecteurs que je rencontre pas, enfin qui me rencontrent juste rapidement en dédicace, qui me disent on a lu, on s'est amusé en apprenant des trucs compliqués, donc ça nous a même surpris en fait. Et j'ai les gens en conférence qui on va un peu plus loin, tu vois, où du coup ils sortent de là. J'ai même eu des personnes qui ont pleuré dans la conférence en mode enfin je comprends, enfin quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit cette femme, que quelqu'un l'avait comprise quoi en fait, qu'il y avait. Tu vois, moi c'est vraiment ce rapport humain où du coup on peut échanger sur ces émotions qui sont lourdingues, tu vois, sur l'environnement et l'écologie, et encore plus sur les déchets parce que c'est vraiment un truc qui nous dépasse quoi. Et j'ai beaucoup des personnes que la BD a changé leur vie, et du coup quand j'ai ces retours là, c'est assez fabuleux quoi. Parce que j'en ai plein. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres que je rencontre pas, mais ceux que je rencontre en conférence, tu sais, ils viennent me dire vraiment, je l'ai lu, et puis du coup, je passe au zéro déchet, mais en fait, ça a changé ma vie. Limite, c'est presque, il y en a qui viennent me dire, il y en a qui me disent c'est génial, il y en a qui me disent c'est super dur, parce que du coup, je change toutes mes habitudes, j'ai réalisé l'ampleur du truc, mais je savais pas, et machin. Et donc là, c'est là que je trouve que c'est intéressant d'avoir un suivi personnel, en fait, tu vois, même si c'est dans une conférence, mais où, tu vois, chacun, on peut échanger. Moi, mes conférences, elles sont très interactives. Et où, du coup, voilà. Moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, en fait. C'est ces échanges-là entre humains, parce que c'est ça qui fait qu'on évolue ensemble, en fait. Bien sûr. Et c'est aujourd'hui un métier que tu fais, de l'accompagnement, enfin, au-delà des conférences, tu proposes ce type de service dans ton travail? Eh ben, figure-toi que je suis en train d'y réfléchir parce que j'ai de plus en plus de demandes et que je me suis formée l'année dernière à accompagner. En fait, mon prochain projet là que j'ai pour le moment qui est en pause, mais c'est une BD sur le trauma. Et je me suis formée l'année dernière et cette année à accompagner sur ces questions-là, enfin sur ces systèmes-là, comment nos cerveaux se mettent en mode, tu sais, en mode panique, en mode survie en fait, comment ramener en mode sécurité. Et je me dis le lien avec le déchet, avec l'environnement, il est super, il est au milieu de tout ça en fait, parce qu'on est en mode survie avec ces questions quand elles nous tombent dessus, et comment ramener vers la sécurité. Donc voilà, je suis en train mais pour le moment, c'est plutôt intégré dans mes conférences, tu vois. Oui, petite question, alors j'ai oublié de poser cette question. Quelle est l'intention de Déchetland? C'est vraiment ce truc de faire rire, passer un bon moment, mais en apprenant, en fait, même si c'est un sujet qui peut être un peu lourd en fait quoi, tu vois, mais tout ça avec de l'humour. Et voilà, donc c'était vraiment et tu l'as nommé, c'est l'enquête en fait, c'est vraiment aussi un retour d'enquête complet, mais pas au format j'aurais pu aussi faire un livre de 800 pages sans images, tu vois, mais là il y a une image, on fait cramer des chamallows dans l'incinérateur, voilà. L'idée c'est de rendre léger ce sujet, voilà. Oui, puis le ton aussi. Le ton, il est chouette et il y a beaucoup d'humour. Je trouve que c'est un bel outil pour faire passer des messages d'une autre façon. Merci. Ouais, et puis moi, je pense pas que j'aurais pu écrire justement un bouquin de 800 pages sans humour dedans sur ce sujet. C'était ma manière de transmettre aussi. Alors, si on vient à la question des déchets, selon toi, quels sont les problèmes majeurs des déchets en France? Il y en a trop. On est vraiment, pour moi, le problème central, parce qu'après on peut parler, après j'ai 200 pages de BD dessus, mais pour moi le problème central, c'est vraiment la communication qu'on a aujourd'hui sur le recyclage.
sur le fait qu'en fait, on peut recycler tout. En fait, que tout ce qui est mis au tri est recyclé déjà, c'est faux. Et qu'on peut recycler tout. Enfin, moi, là, c'est vraiment du greenwashing, c'est vraiment puis il y a des enjeux derrière, il y a des lobbies. Enfin, c'est énorme, c'est ce gros truc et on n'a pas conscience de ça. Et du coup, on se retrouve avec des quantités de déchets qui sont triés, mais qui peuvent pas du tout être traités en usine de tri ou alors en usine de recyclage. Et du coup, on se retrouve avec en fait nos déchets triés qu'on a à bonne conscience, au final, partent, je sais pas où dans le monde pour être brûlés, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est le gros problème, c'est qu'en fait, on encourage des achats d'objets à usage unique en promettant un recyclage, alors qu'en fait, c'est faux. Et moi, je sais que dans ma conférence, je parle des 3 R, mais dans l'ordre des 3 R. Tu vois, le premier, c'est réduire. Le deuxième, c'est réutiliser, laver, tout ça. Et le troisième, en dernier, c'est le recyclage. Mais aujourd'hui, pour moi, le problème en France, c'est qu'on l'a mis en premier. À grande échelle, hein, parce que bien sûr, il y a des gens qui sont déjà dans la réduction et tout ça, mais en fait, là, quand on lit les bouquins de Zero Waste France, je l'ai pas là, mais du coup, une de leurs conclusions, c'est qu'en fait, si on passe vraiment dans cet ordre-là des 3 R, c'est qu'on n'a plus besoin de décharge ni d'incinérateur. C'est possible. Économiquement, tu vois, le système est possible. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est vraiment le gros, tu parles de switch, c'est le gros switch de conscience, c'est qu'en fait, on ne peut pas continuer à compter sur ce recyclage. Et en même temps, c'est là le gros problème, c'est qu'en fait, on est noyé, on est baigné dans ces infos-là de recyclage. Et donc, en fait, pour moi, c'est là le gros frein de toute cette question en France aujourd'hui. Ok. Donc, pour toi, le problème majeur, c'est surtout le recyclage. J'ai entendu, il y en a trop. La communication sur le recyclage. Et parce que le recyclage, c'est important. Oui, mais bien sûr. En tout dernier, quand on a déjà fait le max avant, tu vois. Le prendre en dernier lieu. J'ai entendu aussi, il y en a trop. Sous-entendu, il y a trop de déchets, c'est bien ça? Ouais, parce que en fait, c'est lié, c'est qu'en fait, on encourage à l'usage unique, à l'achat d'objets à usage unique qui vont à la poubelle très vite. On n'encourage pas forcément encore un peu, mais pas encore assez à la réutilisation. Mais tu vois, il y a des super trucs qui se mettent en place. Là, il y a il y a des recycleries déjà un peu partout, mais il y a une recyclerie, c'est pas le recyclage, c'est des objets qu'on peut réutiliser comme chez Emmaüs et tout ça. Donc des achats d'occasion. Là, j'ai vu à Rennes, il y a l'équipière, je crois, sur que des affaires de sport. Tu vois, il y a de plus en plus de projets qui se mettent comme ça sur des niches et donc qui vont recréer un endroit où on va acheter des produits de sport, mais d'occasion. Et je vois vraiment de plus en plus de projets qui émergent comme ça, mais voilà, il y a encore beaucoup de gens à sensibiliser sur ces questions, quoi. Et là, je parle d'occasion, mais il y a plein d'autres. C'est quelque chose, je le dis là parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes conférences. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'habiller d'occasion, par exemple. Tu vois, avec des affaires d'occasion, pour eux, c'est dégueu. Pour moi, pas du tout. Mais en fait, c'est important pour moi là de le dire, c'est qu'en fait, tout mon travail, c'est articulé autour de ça. Il y a nous et il y a la planète. Et moi, ce qui est important, c'est le et au milieu. Donc, c'est prendre soin de soi et prendre soin de la planète. Donc, si prendre soin de soi, c'est surtout ne pas porter des habits d'occasion parce que j'y arrive pas, surtout faites-le pas et passez à une autre. Il y a d'autres manières de rentrer dans le zéro déchet. Bien sûr. La notion de plaisir, pour moi, elle est essentielle dans le zéro déchet pour que les actions soient durables, en fait. C'est ça, exactement. Il y a une question de durabilité. Parce que si on achète des objets à usage unique, c'est qu'en fait, on a des pulsions d'achat qui viennent répondre à des besoins émotionnels. Et donc, voilà, c'est tout un système qui est hyper compliqué, c'est nos têtes. Donc, voilà. Je le redis là parce que je sais que sur le produit d'occasion, c'est quelque chose qui revient très beaucoup dans mes échanges avec les gens. Alors, ce podcast est dédié à la sphère professionnelle. Si on parle des déchets dans le monde professionnel, quelles sont les problématiques? Tout pareil déjà. Sur l'aspect des équipes déjà, interpersonnelles dans les lieux de travail. J'ai une amie qui est dans une entreprise qui s'occupe de coordonner la question de la réduction des déchets déjà au sein des équipes dans l'entreprise parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de communication qui est faite ou alors c'est des trucs anxiogènes genre attention mettez bien au tri nanana et en fait tout le monde s'en tape voire ça énerve parce que c'est beaucoup trop là. Donc pour moi il y a une question de interpersonnel au niveau des équipes et après suivant je sais pas à quel niveau tu te positionnes toi dans le milieu du travail mais il y a quelque chose de l'ordre aussi des activités des entreprises qui en fait repenser tout le packaging, repenser... du coup, j'avais bossé un petit peu là-dessus à un moment. C'est des enjeux énormes, c'est des enjeux hyper intéressants, mais qui aujourd'hui qui sont pas encore mis en premier. Voilà, on parle encore d'éco-conception, de choses comme ça, mais en fait, on ne va pas vraiment vers la réduction. On est encore sur des pensées d'usage unique. Donc voilà,
pour moi, c'est un peu le même problème, c'est toujours le recyclage en premier. Dans la BD, il évoquait la question des déchets cachés d'une manière assez particulière. J'avais jamais vu cette présentation sous cette forme-là, notamment avec l'idée de l'iceberg. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer ton regard là-dessus? En fait, il y a, je vous donne un chiffre là, c'est par exemple, effectivement, par exemple, un smartphone qui pèse 100 grammes dans nos mains, en fait, il pèse réellement 75 kilos de conception de déchets, en fait, qu'il a provoqué. Tu vois, entre les plastiques, les métaux, l'eau, le pétrole, toute l'électricité qui a été nécessaire, en fait, tout ça, c'est le véritable poids de notre téléphone portable. Et j'aime bien, moi, voir l'aspect de, tu vois, le chiffre en France, c'est par personne, on produit environ 400 kilos de déchets par an par personne. Donc c'est énorme dans un foyer. Donc ça c'est ce qu'on jette à la poubelle. Enfin, c'est ce que chaque Français jette à la poubelle. Dans nos poubelles de cuisine. Et en fait, si tu prends tous les déchets qu'on génère globalement dans notre vie, on passe à 13,8 tonnes de déchets par habitant et par an. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est par exemple les pots de peinture de la salle des fêtes, les déchets générés par justement en fait derrière le téléphone, qu'est-ce qui a vraiment été utilisé. Donc vraiment tous les déchets à l'échelle globale. Tu vois, même quand on achète un livre, en fait, il y a des déchets aussi quand il y a production de livres. Tous les déchets, tu vois. En fait, c'est les déchets cachés, quoi. Le dessous de l'iceberg de ce que nous on a à la maison. Et en fait, moi, quand je suis tombée sur ce chiffre, 13,8 tonnes de déchets par habitant par an en moyenne en France, c'est genre, oui, en fait, j'avais pas vu que tout ce que j'ai à la maison, en fait, ça a une vie avant, une vie où ça a été produit. D'où l'intérêt d'acheter de la seconde main, de l'occasion, parce qu'on évite finalement tout ce qui est en amont, ces fameux déchets cachés, et donc de générer plus de déchets à titre individuel. Ouais. Donc ce geste-là, il est clairement hyper impactant. Ouais, tu vois, là, je suis en train de déménager, moi, par exemple. Beaucoup de gens sont surpris parce que moi, je revends, si je change de région, je revends mes meubles dans la région où je suis, puis j'en rachète là où j'arrive. Ça évite un camion, ça évite de jeter des machins. Et là, tu vois, mon appart se vide petit à petit parce que je vends mes meubles. Et en fait, je suis toute contente parce que je vais changer de région, j'aurai des nouveaux, enfin, tu vois, ce sera une nouvelle vie avec des nouveaux meubles et pas de transport. Bon, tout le monde n'a pas envie de faire ça, mais c'est juste, voilà. Parenthèse, parce que je suis en train de déménager, je vous raconte ça, mais du coup, c'est effectivement un moment, moi, que je trouve important aussi, tu vois, de localité. Nous, on peut bouger, mais on a un peu une responsabilité face à nos objets, quoi, au final. Tu vois. Je vais garder que ma table basse parce qu'elle a été faite par une artisane, tu vois. Mais en fait, le reste, en fait, j'ai moins d'accroche émotionnelle dessus, donc... Voilà. Bravo. C'est pas tout le monde qui qui arrive à se. On n'a pas tous, on n'a pas les mêmes vies. Moi, j'ai beaucoup déménagé, je suis habituée à ces cycles. Mais effectivement, c'est juste, je raconte ça pas pour qu'on fasse ça tous pareil. Encore une fois, c'est en fait à quel niveau toi tu peux te mettre. Par exemple, moi, j'arrive pas à arrêter les chips. Tu vois, je le dis en conférence parce que j'adore les chips. Et en fait, peut-être que vous, toi, ceux qui écoutent là, vous avez arrêté les chips depuis bien longtemps, donc vous avez plus cet emballage en plastique, mais par contre, vous allez garder vos meubles le prochain déménagement et faire 20 000 kilomètres avec. Voilà, mais en fait, on a tous nos entrées. Tu vois, il y a souvent des journalistes qui me demandent « Donne-nous les 3 astuces pour passer au zéro déchet ». Et je suis genre, en fait, moi, j'ai les 3 miennes, mais ce sera pas la même que toi. Ce sera pas la même que les autres personnes qui nous écoutent. Et en fait, j'en ai qu'une à donner, moi, quand je réponds à la question des journalistes, du coup, mais avec toi là, avec vous. Moi, j'en ai qu'une réponse à ça, c'est se rapprocher de personnes qui œuvrent vers la réduction des déchets. Parce qu'en fait, il y a que ça, on va pouvoir se comparer de ce qu'on fait, mais on fait pas la même chose. Tu vois, mes voisins, ils sont dans la réduction des déchets, ils ont 2 enfants, on n'a pas du tout les mêmes manières de faire le zéro déchet. En fait, le fait qu'on sache qu'on est ensemble en train de faire ça, en fait, notre cerveau, il est rassuré parce qu'il appartient à un groupe, tu vois. Pour moi, c'est un peu la seule option pour tu vois, s'engager vers le zéro déchet, c'est s'entourer de gens qui veulent faire pareil et essayer de pas juger les autres parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites. Tu vois, ceux qui peuvent pas s'habiller d'occasion, ils peuvent pas. En fait, on n'a pas tous les mêmes, tu vois, priorités, quoi. Et alors justement, si on se remet dans la sphère professionnelle, est-ce qu'il y aurait des pistes impactantes pour remédier à cette question des déchets ? Oui, plein, j'imagine. Alors, je me replonge dans le milieu professionnel. Moi, je travaille à mon compte toute seule maintenant. Donc, déjà, en fait, quand tu es producteur d'objets, il y a tellement de pistes qui peuvent être super intéressantes. C'est l'économie Yugad. Tu connais ce mot ? Non. Je sais plus ce que ça veut dire, c'est en indien. C'est faire moins pour
mieux, quoi. Tu vois. Et en fait, il y a plein de modèles d'industrie qui font moins pour mieux et qui en fait ont relocalisé leur production à des échelles locales, même si c'est des multinationales, tu vois. Enfin, il y a plein d'exemples en fait aujourd'hui. Donc, pour une question de production, il y a plein de choses à faire. Et après, pour la question des liens interpersonnels et des actions des gens qui sont salariés, je trouve chouette la personne dont je vais te donner les coordonnées là tout à l'heure. Je trouve chouette ce que fait mon amie dans cette entreprise, c'est qu'en fait, elle a fait que 50% de son poste, c'est accompagner à la réduction des déchets. Et c'est pas juste un truc où elle est pas payée, où c'est normal de pas être payée. En fait, c'est une valeur ajoutée de dingue clairement. Pour l'entreprise d'avoir quelqu'un qui s'occupe de cette question, en fait. On a l'exemple de la ville de Roubaix qui est pionnière sur ce sujet-là, qui a une personne en mairie qui est missionnée, qui s'appelle Monsieur Zéro Déchet. Et son job, c'était, alors, dans un premier temps, de mettre en place le tri à l'échelle d'une collectivité de plus de 4000 agents. Ensuite, ça a été de mobiliser les services qui avaient envie de se saisir de la question du déchet pour avancer. Alors, ça donne par exemple une police municipale qui va récupérer tous les objets trouvés, les objets qui n'ont pas été finalement redonnés à des propriétaires. Au bout d'un an, tous ces objets-là sont triés et les objets les plus intéressants sont donnés à des assos locales qui récupèrent des objets, des vélos, des tablettes, des trucs assez chouettes. C'est des réductions sur quand il y a un apéritif, au lieu de faire des biscuits des biscuits emballés, etc. Ils se sont mis au vrac et ils ont fait des économies substantielles. Donc finalement, il y a un vrai plus. Il y a même un espace qui est dédié au réemploi dans la ville, dans la municipalité. Donc c'est une pièce. Ils sont vraiment, ils sont exemplaires. Ah oui. Je travaille aussi beaucoup avec eux. Bah oui, c'est pas loin. Ouais. Oui. J'ai fait ma première conférence là-bas, tu sais. Waouh. Je l'ai loupé. C'était ma toute première. C'était il y a longtemps, mais c'était avant que j'écrive le livre. C'était ma première conférence sur la réduction des déchets. Je pense à un truc pendant que tu parles. Est-ce que je te le dis parce que sinon après ça va. Sur le côté zéro déchet en entreprise, il y a vraiment un truc qui est indispensable pour moi, c'est côté événementiel, communication. Oui. En fait, vraiment, on va beaucoup tirer vers des goodies. Tu sais, j'ai fait des conférences où je viens pour parler de ce sujet et puis en fait, on distribue aux gens qui viennent à la conférence plein de goodies. Et je suis genre, non, on s'est trompé là, en fait, ça marche pas. Et en fait, du coup, il y a Zero Waste France qui a mis en place un petit guide d'événementiel. Je crois que c'est en PDF et téléchargeable sur leur site. En fait, pour continuer à faire de la com, mais de la com intelligente, en fait. Et tu vois, moi, j'interviens de plus en plus dans des CAP ou des BTS, des BTS, je crois, communication, pour les jeunes futurs communicants, en fait, réfléchir à mettre cette question de comment communiquer vraiment durablement, en fait. Tu vois. Et donc, on est vraiment là sur des questions qui sont super chouettes. Et il me vient un autre truc, désolé, ça part en... C'est OK. Et tu vois, là, je suis intervenue, du coup, le festival Lyon Zéro Déchet, j'y suis plus du tout. Mais là, j'ai été invitée pour faire une conférence et du coup, j'ai reçu les résultats du festival et je crois, je vais peut-être te dire une bêtise, je crois qu'on est à quelques grammes de déchets produits sur l'événement, en fait. Tu vois. Donc moi, je conseille aussi aux professionnels de se rapprocher de gens dont c'est le métier, en fait, de faire pas de déchets, parce qu'il y en a plein maintenant, et qu'en fait, c'est possible, quoi. Là, j'ai reçu le mail il y a pas longtemps, je peux pouvoir te dire exactement ce qu'ils ont produit. 145 kilos de déchets non recyclables. Donc 100 grammes de déchets non recyclables et 1,3 kg de déchets recyclables sur un événement de 2 jours avec je sais plus combien de personnes sont venues, quasiment 2000 visiteurs. Tu vois. C'est exemplaire. C'est possible. Mais puis en fait, même, tu vois, ça vaudrait le coup d'ailleurs de leur parler parce que c'est même pas si compliqué. Pour en avoir organisé je pourrais te mettre leurs coordonnées aussi. Pour en avoir organisé les premiers festivals, en fait, c'est même pas si compliqué parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a de plus en plus. C'est juste une question de coordonner les acteurs, parce que le zéro déchet, on le sait maintenant, c'est local. Et tu vois, il y a un truc à la fin de ma BD, il y a une fiche à remplir pour trouver les acteurs locaux autour de chez soi. Parce que ma BD, elle parle du problème des déchets global, mais les solutions, j'explique ce qui est possible, mais je donne pas les noms parce qu'en fait, c'est à chaque territoire. Les solutions vont être très locales. Même Roubaix et Lille, c'est même pas les mêmes solutions parce que c'est encore trop loin pour les habitants de Lille d'aller à Roubaix. Donc en fait, c'est vraiment des micro-localités en fait. Tout à fait. Bon, je m'éparpille, mais ça, voilà, ce qui m'est venu. Alors j'ai une dernière question, toute simple. Aujourd'hui, où peut-on trouver Déchetland, la face cachée de nos déchets ? En librairie.
Tu peux aussi la commander sur mon site, mais je gagne un peu plus de sous dessus, mais c'est un peu cher l'envoi parce que la poste, comme elle est un peu lourde. Voilà, donc je le dis, mais en vrai, ça coûtera quand même moins cher d'aller l'acheter en librairie ou directement sur le site des éditeurs aussi. Très bien. Donc, on peut la commander, si elle n'est pas présente. Voilà, alors les libraires, ils l'ont pas forcément en stock, mais ils peuvent la commander. Alors, je sais qu'en ce moment, on est en train de changer de fournisseur, donc de distributeur, donc il y a peut-être un peu de latence, mais normalement, dans les grands groupes Fnac, tout ça, ils ont, j'encourage pas forcément, mais ils ont enfin, ils ont la BD à disposition. Voilà. Super. Conclure, cette BD, c'est 232 pages qui se lisent en plusieurs fois. Mais malgré le sujet pas très sexy qu'est le déchet, la lecture reste vraiment plaisante, tant par la qualité des illustrations que par l'humour qui est distillé. Alors, si le sujet du zéro déchet vous intéresse, je vous invite à vous procurer cette BD, de la laisser traîner dans les salles de pause, l'air de rien. Parce que comme on l'a échangé, je trouve que c'est un bel outil qui permet des déclics, qui est informatif et pédagogique. Alors finalement, ça peut être un bel outil, une bonne méthode pour sensibiliser les collègues. Merci Anne pour cet échange très instructif. Et ben merci à toi, merci à vous. Et puis un immense bravo pour votre travail. C'est vraiment un très, très bel outil. Alors, vous pouvez retrouver Anne sur Instagram ou alors sur son site annebelot.fr. Je vous mettrai les liens en descriptif de ce podcast. Donc, la BD Déchetland, la face cachée de nos déchets et les solutions pour changer le monde se trouvent, comme on l'a dit, sur commande dans toutes les bonnes librairies. Et elle coûte 25,50 € pour plus de 200 pages quand même. Donc Anne, je vous souhaite une excellente journée. Bah ouais, merci. Et puis n'hésitez pas à regarder, je vais dans l'été publier mon planning des conférences, donc si je passe pas loin de chez vous, venez. Très très bonne idée. J'irai jeter un œil aussi. Donc un immense merci et je vous souhaite merci beaucoup. Une bonne continuation. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!